Jordan Bardella est une personnalité très exposée, donc je ne vois pas comment une relation... Au micro de BFM Politique, Marion Maréchal s'est livrée sur la romance entre Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Face à elle, Guillaume Darel lance une question qui, en apparence anodine, va déclencher une séquence devenue virale. La relation entre Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Un sujet déjà largement commenté, photographié, disséqué par la presse People, notamment après la diffusion de clichés dans Paris Match, transformant une histoire sentimentale en véritable objet politique malgré lui. Mais Marion Maréchal ne se laisse pas aspirer par le récit que certains voudraient imposer. Elle répond avec une forme de détachement qui surprend autant qu'elle intrigue. Je m'en fiche totalement. Une phrase brève, sèche, presque tranchante dans le flux poli des débats télévisés. Et pourtant, derrière cette apparente indifférence se dessine une réflexion plus profonde sur la nature même de la vie politique contemporaine, où la frontière entre sphère privée et exposition publique semble s'être définitivement effondrée. Elle poursuit, sans hausser le ton, mais avec une fermeté qui impose le silence. La focalisation médiatique sur les histoires personnelles relèverait davantage, selon elle, qu'une obsession journalistique que d'un véritable intérêt populaire. Les Français ne s'intéressent pas tant que cela à la vie privée de Jordan Bardella, laisse-t-elle entendre, comme pour rappeler une hiérarchie implicite entre le sensationnel et l'essentiel, entre la narration médiatique et la réalité politique. À cet instant précis, le plateau semble suspendu. Le débat quitte le terrain du commentaire pour entrer dans celui de la mise en perspective. Car ce que Marion Maréchal met en cause, ce n'est pas seulement une relation amoureuse devenue publique, mais un mécanisme global. Celui d'une époque où chaque geste, chaque regard, chaque lien affectif d'une personnalité politique peut être transformé en produit médiatique consommable. Et pourtant, la séquence prend une tournure encore plus subtile lorsqu'elle évoque son propre passé. Sans détour, elle rappelle que sa vie privée a elle-même été exposée dans des conditions bien moins élégantes, parfois brutales, livrées aux interprétations des tabloïds. Mais là encore, pas d'amertume affichée, pas de revanche verbale, seulement une forme de lucidité presque clinique sur ce que devient la vie des dirigeants dans une société hyper médiatisée. Nous finissons tous par nous demander si nous avons bien géré notre exposition, laisse-t-elle entendre, comme si cette phrase englobait toute une génération politique. Une génération contrainte d'apprendre, parfois dans la douleur, que l'intimité n'est plus un droit acquis, mais une zone fragile, constamment négociée avec l'opinion publique et les caméras. Puis vient le moment le plus dense, celui où la réflexion bascule dans une forme de gravité assumée. Marion Maréchal ne condamne pas, elle observe. Elle ne juge pas Jordan Bardella, elle replace simplement la situation dans une logique plus large, celle d'un homme politique jeune, exposé, amoureux, et confronté malgré lui à une médiatisation qui dépasse le cadre de ses responsabilités institutionnelles. Il y a dans son propos une forme de compréhension implicite, presque une reconnaissance du droit à l'erreur, du droit à la vie privée, même pour ceux qui occupent les plus hautes sphères de la représentation politique. Et c'est peut-être là que la séquence prend toute sa profondeur. Car derrière la froideur apparente de ses réponses, se dessine une posture singulière, celle d'une femme politique qui refuse de céder à la tentation du commentaire facile, du jugement rapide, du commentaire de surface. Elle choisit une forme de hauteur, non pas arrogante, mais structurée, presque analytique. Dans les minutes qui suivent, le plateau revient sur une déclaration plus ancienne, prononcée quelques mois auparavant sur les ondes de Sud Radio. Marion Maréchal y évoquait déjà cette relation entre Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, non pas comme un scandale ou une curiosité, mais comme un élément presque anecdotique, intégré dans le flux naturel des vies politiques et humaines. Elle y soulignait même, avec une pointe d'ironie maîtrisée, une forme de convergence inattendue entre trajectoires personnelles, évoquant des origines régionales communes entre son propre entourage et celui du président du Rassemblement national. Mais ce qui frappe surtout, c'est le ton. Ni moqueur, ni complaisant, mais légèrement distancié, comme si l'information appartenait déjà au passé, au moment même où elle était commentée. Cela circule depuis des semaines, disait-elle alors,
comme pour rappeler que la politique contemporaine est aussi un théâtre où les nouvelles naissent déjà dépassées. Et pourtant, malgré cette distance affichée, une forme de bienveillance transparaît. Lorsqu'elle évoque la relation de Jordan Bardella, elle ne s'aventure ni dans la critique, ni dans la spéculation. Elle se contente d'un constat humain, presque simple. Deux personnes qui s'aiment, exposées malgré elles à une lumière trop forte, trop constante, trop intrusive. Et dans cette simplicité assumée, il y a une rupture avec le ton habituel du commentaire politique, souvent saturé d'arrière-pensées stratégiques. Ce contraste est précisément ce qui donne à cette séquence sa densité particulière. D'un côté, un monde médiatique avide de récits, de symboles, de romances transformées en récits publics. De l'autre, une femme politique qui semble vouloir rappeler que derrière chaque image, il y a des individus, des trajectoires, des fragilités aussi. Le plateau de BFM Politique devient alors, le temps de quelques minutes, une scène presque théâtrale. Les questions s'enchaînent, mais l'essentiel se joue ailleurs. Dans la posture, dans le regard, dans la manière de répondre sans se laisser enfermer dans le piège du commentaire superficiel. Marion Maréchal occupe l'espace avec une maîtrise qui impose le respect, non par la dramatisation, mais par la retenue calculée de ses mots. Et c'est peut-être cela qui marque le plus fortement cette séquence. Une forme de cohérence silencieuse, une ligne directrice qui traverse toutes ses interventions. Une conviction implicite que la politique ne devrait pas se réduire à des fragments de vie privée exposés comme des trophées ou des scandales, mais qu'elle mérite une respiration plus large, plus structurée, plus intellectuelle. Dans ce moment suspendu, la figure de Marion Maréchal apparaît alors sous un angle particulier. Non pas seulement comme une actrice du débat public, mais comme une observatrice lucide des dérives médiatiques contemporaines. Une femme politique qui, face à la surenchère des récits sentimentaux projetés sur les figures publiques, choisit de recentrer le regard sur ce qui, selon elle, devrait rester central. La fonction, le rôle et la responsabilité. Le ton de l'émission monte, les échanges se densifient, mais elle reste dans cette posture singulière, presque intemporelle, où chaque mot semble peser non pour provoquer, mais pour structurer une pensée. Une manière de s'extraire du bruit, sans jamais s'en désintéresser totalement. Et dans cette tension subtile entre distance et compréhension, entre réserve et lucidité, se dessine une présence qui dépasse le simple commentaire d'actualité. Une présence qui capte l'attention non par l'excès, mais par la maîtrise. Une manière de rappeler que même dans le tumulte médiatique le plus intense, il existe encore des voix capables de tenir une ligne claire, ferme et étrangement apaisée au cœur même de la tempête. Et pourtant, à mesure que la séquence se prolonge, l'écho qu'elle produit dépasse largement les murs du plateau. Sur les réseaux sociaux, les extraits de l'interview circulent déjà en boucle, découpés, isolés, commentés sous des angles parfois contradictoires. Certains y voient une démonstration de sang-froid politique, une capacité rare à refuser l'emballement médiatique. D'autres, au contraire, interprètent cette retenue comme une forme de stratégie implicite, une manière de contrôler le récit sans jamais en avoir l'air. Dans les minutes qui suivent la diffusion, les analyses improvisées se multiplient. Des éditorialistes parlent d'un moment de bascule discursif, comme si une simple phrase pouvait cristalliser une mutation plus large du rapport entre politique et intimité. D'autres préfèrent insister sur la dimension presque sociologique de la séquence, y voyant le symptôme d'une époque où les figures publiques ne sont plus seulement jugées sur leurs actes, mais sur la manière dont elles gèrent leur propre exposition émotionnelle. Au sein même de la rédaction de BFM Politique, la séquence continue de susciter des discussions. Certains journalistes évoquent la difficulté croissante de maintenir une frontière claire entre information politique et curiosité narrative. La tentation est grande, reconnaissent-ils, de basculer vers des sujets plus humains, plus immédiatement captivants, même si cela implique de déplacer légèrement le centre de gravité du débat public. Et dans cette tension, la question de la responsabilité médiatique revient avec insistance, comme une ligne de faille, jamais totalement refermée. Dans le même temps, du côté des entourages politiques, le silence est de rigueur. Aucun commentaire officiel, aucune réaction directe. Comme si la meilleure stratégie consistait précisément à laisser la séquence retomber d'elle-même dans le flux continu de l'actualité. Pourtant, en coulisses, les conversations existent. Elles portent moins sur les propos tenus que sur leur réception.
sur la manière dont une phrase peut devenir un objet autonome, détaché de son contexte initial, réinterprété à l'infini selon les sensibilités de chacun. Ce phénomène de décontextualisation progressive devient d'ailleurs un point central de l'analyse pour certains observateurs. La parole politique, autrefois ancrée dans un cadre relativement stable, semble désormais condamnée à vivre une seconde vie numérique, fragmentée, recomposée, parfois amplifiée au-delà de son intention première. Et dans ce mouvement, les intentions initiales s'effacent au profit d'une multitude de lectures concurrentes. Pendant ce temps, sur les plateaux concurrents, la séquence est reprise, commentée, réencadrée. On invite des chroniqueurs spécialisés dans les dynamiques médiatiques, des essayistes, parfois même des communicants politiques, tous appelés à décrypter ce qui, au feu, relève autant de la communication que de la perception collective. Chacun apporte sa grille de lecture, mais aucune ne semble suffire à épuiser complètement la densité de l'instant. Certains insistent sur la posture de Marion Maréchal, qu'ils décrivent comme une forme de verticalité politique assumée, presque inhabituelle dans un paysage saturé de réactions immédiates et de spontanéité calculée. D'autres soulignent plutôt le contraste entre le sujet initial de la question et la profondeur inattendue de la réponse, comme si un simple échange anecdotique avait ouvert une brèche vers des considérations plus larges sur la modernité médiatique. Dans ce jeu d'interprétation multiple, la figure de Jordan Bardella, bien que non présent, devient paradoxalement centrale. Non pas en tant qu'acteur direct de la séquence, mais comme point de projection des discours extérieurs. Sa vie personnelle, déjà exposée à travers quelques images et articles, se retrouve ainsi reconfigurée dans un espace discursif où elle échappe largement à ses protagonistes initiaux. Et c'est précisément cette perte de contrôle du récit qui alimente une partie des analyses des plus critiques. Pour autant, une autre lecture émerge, plus nuancée, presque prudente. Certains commentateurs estiment que cette médiatisation excessive des relations personnelles révèle surtout une attente implicite du public contemporain, celle d'une transparence totale, où les figures politiques seraient aussi lisibles dans leur intimité que dans leur fonction officielle. Une attente qui, selon eux, place les responsables publics dans une position intenable, constamment exposée à une double exigence contradictoire. Incarner une fonction et rester humain. Dans ce contexte, les propos de Marion Maréchal prennent une résonance particulière, non pas comme une prise de position isolée, mais comme l'expression d'un malaise plus large. Un malaise face à la saturation informationnelle, face à l'hyper-personnalisation du débat public, face à cette tendance à transformer toute relation, même la plus privée, en élément de narration collective. Et pourtant, malgré cette lecture critique, la séquence continue de vivre sa propre existence, indépendante des intentions initiales. Elle est reprise, remixée, commentée dans des formats courts, parfois détournée avec ironie, parfois utilisée comme illustration d'un débat plus vaste sur la société du spectacle. Chaque reprise ajoute une couche supplémentaire d'interprétation, éloignant un peu plus le propos de son contexte originel. Sur certains forums et espaces numériques, des discussions plus fragmentées encore apparaissent. On y débat moins de politique que de perception, moins de programme que de posture. La phrase « je m'en fiche totalement » devient elle-même un objet linguistique, analysé dans sa tonalité, sa cadence, sa portée implicite. Ce glissement vers une micro-analyse du langage illustre à lui seul la manière dont les séquences médiatiques contemporaines se transforment en matériaux interprétatifs infinis. Dans les jours qui suivent, la temporalité médiatique poursuit son cours, mais la séquence ne disparaît pas totalement. Elle reste en arrière-plan, réactivée par moments, rappelée à l'occasion d'un autre débat sur la vie privée des responsables politiques ou sur les limites de l'exposition médiatique. Elle devient ainsi une référence implicite, un point de comparaison mobilisé dès qu'il s'agit d'évoquer la porosité entre sphère intime et sphère publique. Et dans cette persistance discrète, presque souterraine, se dessine une caractéristique essentielle de la vie politique contemporaine. La difficulté croissante à effacer complètement une séquence une fois qu'elle a été exposée. Même lorsqu'elle semble s'être dissipée dans le flux de l'actualité, elle continue d'exister sous forme de traces, de fragments, de rappels intermittents, prêts à être réactivés au moindre contexte similaire. Dans les heures qui suivent, l'écho de cette séquence ne se limite plus au cercle habituel de la presse politique ou des chroniqueurs spécialisés. Il glisse progressivement vers un espace plus diffus, presque insaisissable,
celui des commentaires anonymes, des reprises partielles, des extraits isolés qui circulent sans le cadre initial de l'émission. Et dans ce déplacement, quelque chose change subtilement dans la perception même du propos. Ce qui relevait d'une analyse posée devient matière à interprétation collective, parfois déformée, parfois amplifiée, mais toujours recomposée. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais il semble ici atteindre une intensité particulière, comme si chaque séquence impliquant des figures politiques déjà fortement médiatisées devenait immédiatement un objet de relecture permanente. Les mots prononcés sur le plateau ne restent plus figés dans leur temporalité initiale. Ils se détachent, se fragmentent, se réorganisent selon les contextes dans lesquels ils sont réinjectés. Une phrase isolée, un ton, une hésitation même, peuvent désormais suffire à produire une narration parallèle. Dans ce mouvement, les analystes des médias eux-mêmes se retrouvent pris dans une forme de boucle réflexive. Ils commentent non seulement l'événement, mais aussi la manière dont l'événement est commenté, puis la manière dont ces commentaires sont à leur tour interprétés. Une stratification progressive du discours s'installe, où chaque niveau ajoute une distance supplémentaire avec la réalité initiale de l'échange télévisé. Ce glissement crée une impression étrange, celle d'un débat public qui parle de lui-même plus qu'il ne parle de son objet. Pendant ce temps, les rédactions poursuivent leur travail dans une logique d'accélération continue. Les sujets se succèdent, mais certains continuent de produire des résurgences inattendues. La séquence initiale revient ainsi régulièrement dans les discussions internes, non pas comme un événement isolé, mais comme un exemple typique de la manière dont une prise de parole peut dépasser largement les intentions de son auteur. Les journalistes évoquent parfois la difficulté croissante de stabiliser un récit, tant celui-ci est soumis à des réinterprétations successives dès sa mise en circulation. Sur le plan politique, cette situation nourrit également des réflexions plus discrètes, mais non moins présentes. Certains stratèges observent avec attention la manière dont les figures publiques calibrent désormais leurs interventions, conscients que la moindre formulation peut devenir autonome. Cette conscience modifie insensiblement les comportements. Les réponses deviennent plus structurées, les silences plus calculés, les nuances plus nombreuses. La parole politique semble ainsi évoluer vers une forme de prudence permanente, où chaque mot est pensé non seulement pour son sens immédiat, mais aussi pour ses futures résonances possibles. Dans ce contexte, la séquence évoquée continue de circuler comme un exemple presque paradigmatique de cette nouvelle économie de la parole publique. Elle est citée dans des discussions académiques sur la médiatisation de l'intime, dans des débats sur l'évolution du journalisme politique, et parfois même dans des analyses plus larges sur la transformation des espaces publics numériques. À chaque reprise, elle change légèrement de statut. Tantôt illustration d'un phénomène médiatique, tantôt symbole d'une époque saturée d'interprétations, tantôt simple matériau narratif réutilisable. Mais au-delà des lectures analytiques, un autre niveau de réception se développe, plus diffus encore, moins structuré. Dans cet espace, la séquence devient presque autonome, détachée de ses protagonistes initiaux. Les noms propres s'effacent partiellement derrière des figures plus générales, le politique, le média, l'exposition, l'intime. Ce glissement vers l'abstraction permet paradoxalement une circulation encore plus large du récit, qui n'a plus besoin de son ancrage original pour continuer à exister. Dans les échanges informels, la discussion prend parfois une tournure différente, moins centrée sur les enjeux politiques que sur la manière dont la vie contemporaine semble rendre inévitable ce type de situation. Certains y voient le signe d'une époque où la distinction entre rôle public et existence privée devient structurellement instable, presque impossible à maintenir de façon rigide. D'autres insistent plutôt sur la responsabilité des dispositifs médiatiques eux-mêmes, qui favorisent la mise en récit continu des trajectoires individuelles au détriment d'une lecture strictement institutionnelle de la politique. Au fil des jours, la séquence se transforme ainsi en une sorte de point de cristallisation autour duquel viennent se greffer des réflexions plus larges sur la société de l'image, sur la vitesse de circulation de l'information, sur la fragilité des frontières narratives. Elle n'est plus seulement un moment télévisé parmi d'autres, mais un fragment récurrent d'un débat plus vaste qui ne cesse de se reconfigurer. Et dans cette reconfiguration permanente, ce qui frappe surtout, c'est la manière dont chaque nouvelle interprétation ne remplace pas les précédentes, mais s'y ajoute. Le récit ne se stabilise jamais complètement. Il s'épaissit, se superpose,
s'étire dans le temps médiatique comme une matière continue, toujours disponible pour une nouvelle lecture, une nouvelle reprise, une nouvelle variation qui prolonge encore son existence au-delà de son point d'origine. Dans cette dynamique déjà fortement installée, un autre élément vient progressivement s'ajouter à la lecture de la séquence, celui de la mémoire médiatique elle-même. Car si l'événement semble se diluer dans la succession rapide des actualités, il laisse néanmoins derrière lui une sorte de trace persistante, une empreinte discursive qui continue d'influencer la manière dont les séquences suivantes seront perçues. Chaque nouvelle apparition publique d'une figure politique impliquée, directement ou indirectement, dans ce type de récit, ravive des associations implicites, parfois infondées, mais pourtant activées presque automatiquement par les mécanismes de perception collective. Ce phénomène de rémanence narrative agit comme une couche supplémentaire dans l'espace public contemporain. Il ne s'agit plus seulement de se souvenir d'un fait, mais de réactiver un ensemble de significations déjà construites autour de ce fait. Ainsi, la séquence initiale devient moins un événement isolé qu'un schéma interprétatif réutilisable, capable de s'appliquer à d'autres situations similaires. Ce logique de répétition transforme peu à peu le débat public en un réseau de correspondance plutôt qu'en une succession linéaire d'informations. Dans ce cadre, les observateurs les plus attentifs notent une évolution subtile du langage médiatique lui-même. Les formulations deviennent plus prudentes, mais aussi plus chargées implicitement. Les journalistes, conscients de la rapidité avec laquelle une phrase peut être isolée et amplifiée, tendent à multiplier les précautions oratoires, à encadrer davantage leurs propos, à anticiper les détournements possibles. Cette hyper-conscience du risque interprétatif modifie la texture même du discours public, qui perd parfois en spontanéité ce qu'il gagne en contrôle. Parallèlement, les réseaux sociaux poursuivent leur propre logique d'accélération et de simplification. Là où les analyses traditionnelles cherchent à contextualiser, les formats courts privilégient l'impact immédiat, la formulation frappante, l'extrait isolé. Dans ce passage du complexe au condensé, la séquence initiale se fragmente encore davantage, chaque fragment devenant porteur d'un sens autonome, parfois éloigné de l'intention première. Ce processus de décontextualisation permanente crée un espace où les interprétations coexistent sans hiérarchie claire. Les spécialistes de la communication politique évoquent alors une forme de dissociation narrative, où l'auteur d'un propos perd progressivement la maîtrise de ses réceptions successives. Ce n'est plus seulement le contenu qui importe, mais la trajectoire du contenu à travers les différents espaces médiatiques. Une phrase peut ainsi connaître